Bonjour à tous, ou rebonjour si vous étiez avec nous ce matin à partir de 11h30. Vous êtes sur France 3 Provence-Alpes, en direct depuis la terrasse des Terrasses du Port, avec cette vue absolument formidable de la rade de Marseille, les îles du Frioul ou le château d'If, 61 000 mètres carrés de commerce, un temple de la consommation qui inévitablement, évidemment, transforme la physionomie du quartier. Des invités sont avec nous pour cette demi-heure d'antenne. Sandra Chalinet, bonjour. Vous êtes très occupée aujourd'hui et depuis quelques jours déjà, vous êtes la directrice des Terrasses du Port. Merci de votre accueil. À vos côtés, Michel Pétuot-Létang. Bonjour, vous êtes l'architecte qui avait conçu cette structure et évidemment nous reviendrons sur les caractéristiques de ce centre commercial, et puis le sociologue bien connu Jean Viard. Merci Bonjour. À vous d'être avec nous. Le centre commercial a ouvert ses portes à 12h précises et puis à 10h, un petit peu avant, c'était l'inauguration officielle avec toutes les autorités. Vous voyez ce reportage de Alexandre Lépiné et de Virginie Danger. Voilà, il n'y a pas de sujet, ce sont les aléas du direct, il va arriver dans un instant. D'abord, Sandra Chalinet, le sujet n'est pas parti pour tout vous dire, donc voilà, on reprend l'antenne de façon un petit peu impromptue. Combien de personnes aujourd'hui vont passer? Vous avez une idée? Alors bon, ça va se fermer tard, mais bon, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui va passer comme ça aujourd'hui, visiter les Terrasses du Port? Alors on a des comptages qui nous permettent d'avoir un état toutes les heures, et là on doit être à peu près à 35 000 personnes. Donc sur une journée qui a ouvert plus tardivement que d'habitude, c'est pas mal. On a accueilli hier aussi un peu plus de 20 000 personnes qui étaient plus là les familles et les amis des salariés du centre. Et il y a beaucoup de curiosité. On sent que les gens qui viennent découvrent, sont curieux, s'approprient le centre, l'apprécient et sont surtout attirés comme des aimants par cette promenade et ça cette fait vue sur la mer. 260 mètres, 260 mètres de long, ouais. Effectivement, avec une vue, je pense que c'est unique au monde. Sans chauvinisme, je pense que c'est unique au monde. C'est très beau. Ouais. Bon, le sujet est enfin là, le sujet de Alexandre Lépiné et de Virginie Danger. Allons-y. C'est sous une pluie de pétales de rose que les premiers visiteurs font leur entrée. 11h ce matin, après 3 ans de travaux, les Terrasses du Port ouvrent au public. Une galerie commerciale de 61 000 mètres carrés. À l'intérieur, la foule se presse pour découvrir les 190 boutiques, dont une trentaine d'enseignes jusque-là absentes de l'offre locale. De quoi ravir les accros du shopping. Ça manquait à Marseille, un grand centre commercial d'une des grandes villes de Paris, avec un choix qui change un peu de la ville, de la Valentine. On est vraiment contente. Belle boutique et une diversité, il y a un peu pour tout le monde. C'est grandiose. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est grandiose. Ambiance DJ dans cette enseigne de prêt-à-porter à destination des 15-25 ans. Les Terrasses du Port, ce sont aussi 1800 emplois créés, dont un millier de CDI. Pour les salariés, le premier jour d'ouverture reste toujours un moment particulier. On a vu l'évolution du concept et puis le recrutement de l'équipe et puis l'arrivée, la prise de possession du magasin et le montage et la mise en ambiance du magasin. Et le jour de l'ouverture, c'est un aboutissement pour nous tous. La star de la journée, c'est elle. Cette terrasse panoramique de 260 mètres de long avec une vue imprenable sur la rade de Marseille. Aussitôt essayée, aussitôt adoptée. C'est magnifique, quand j'arrive là, mais je suis sur un bateau là, je suis pas à Marseille. On a une très belle vue sur la rade de Marseille, c'est vraiment impressionnant. On n'avait pas accès à cet endroit avant et je trouve que c'est super bien qu'on puisse maintenant avoir cette vue-là. Tous les Marseillais vont être très contents de cette esplanade, de cette vue, de ces terrasses. C'est vraiment ce qui manque à Marseille, c'est très beau. Ici, 466 millions d'euros ont été investis. Pour attirer les clients, les Terrasses du Port disposent de sérieux arguments. 15 millions d'entre eux sont attendus dès 2014. Michel Pétuot-Létang, c'est quoi qui fait la différence entre les centres commerciaux tels qu'ils étaient conçus il y a encore quelques années et un centre commercial comme celui-ci? L'esthétisme? La première différence, c'est qu'il est en centre-ville. Et car jusqu'à maintenant, on mettait les centres commerciaux importants dans la périphérie pour des raisons de parking en surface.
Là, c'est une nouveauté de faire un centre commercial de cette importance. Il y a quand même 233 000 mètres carrés au total de plancher avec le parking, les salles diverses. Et donc, c'est colossal et c'est formidable que ce soit ici en centre-ville. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est une esthétique de rue. Oui, parce qu'on avait aussi l'habitude de centres commerciaux très monolithiques, espèce de blocs de béton sans lumière. Là, c'est tout le contraire. Là, c'est le contraire. Nous, on a voulu dialoguer avec la ville. En face, il y a un bâtiment merveilleux qui sont les docks. Et nous, on ne voulait pas s'opposer. Je voulais, en ce qui me concerne, pas que sur les quais de Marseille, qui soient considérés comme une étagère avec des bâtiments architecturaux qui n'avaient rien à voir entre eux et rien à voir avec la ville. Là, moi, j'ai souhaité qu'on dialogue avec la ville. C'est-à-dire que la ville 19e qui a occupé ce quartier vienne jusqu'au bord de l'eau et donc soit une architecture très rythmée, très classique et qui laisse des transparences dans le grand hall d'entrée pour mener vers la lumière qui guide un peu les chalands jusqu'à cette terrasse. Et ça, c'est le chemin de la lumière, c'est pas un chemin traditionnel dans le commerce. Mais l'idée initiale, quand même, c'est la consommation. On reste dans un centre commercial, donc il faut que ça soit beau aussi pour consommer. Oui, mais pour que les gens consomment, il faut qu'ils soient heureux et qu'ils soient bien. Et nous, c'est plutôt un lieu de vie. Jean-Pierre, premier sentiment, vous découvrez le lieu aujourd'hui. Quel est votre sentiment? Vous qui connaissez bien ce quartier pour l'avoir étudié depuis de nombreuses années. C'est bon, ce que viennent de dire les gens, c'est évident, la vue est magnifique. Hein. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un espace qui est construit au-dessus du port. C'est-à-dire, on n'a pas enlevé le port. Le port de Marseille, c'est absolument essentiel. C'est un des poumons de la ville. Mais on essaye d'occuper les autres espaces parce qu'il y a d'autres façons d'utiliser la ville. Le paysage, le shopping, la culture. Il y aura d'autres lieux tout autour. Donc, si vous voulez, au fond, on est en train de reconstruire l'espace du port. On l'a construit plusieurs fois dans l'histoire de cette ville. Parce que les époques changent. Regardez ici, il y a 1 million de croisiéristes qui viennent tous les ans. Pour un centre comme ça, c'est aussi du public. Donc, il faut bien comprendre. Le port, au fond, je dirais, il continue son histoire, mais dans un monde extrêmement différent, et avec l'idée de faire venir les Marseillais ici, parce que le port, il était fermé, il y avait les grilles. Rappelez-vous quand Robert Vigouroux s'était battu, on disait il faut qu'on voit le port, etc. Sûr. On avait fait la passerelle. Et bien là, maintenant, le port, les gens se le réapproprient. Ils se rendent compte à quel point c'est important, il y a des bateaux, etc. Donc il y a ce que vous avez fait, il y a le bâtiment, il y a du commerce, mais ça mélange la ville et son port, et ça, c'est aussi un élément d'avenir. Est-ce que ça illustre aussi ce que vous décrivez, ce que vous analysez dans votre dernier ouvrage, Marseille, le réveil violent d'une ville impossible, le contraste finalement entre un temple de la consommation très joli comme celui-ci et puis des quartiers qui sont juste à côté et qui vivent dans une plus grande précarité? Non, mais c'est une ville très brisée, Marseille. Il y a des quartiers extrêmement pauvres, il y a des gens qui arrivent à peine à finir le mois, il y a évidemment aussi cet endroit qui en même temps crée des emplois. Donc je veux dire, mais il y a une confrontation de la pauvreté et de la richesse dans cette ville qui est souvent très mal gérée. Il ne faut pas non plus, les commerces n'y est pour rien, mais c'est vrai aussi. Mais en même temps, si vous voulez, c'est une ville où on allait faire les courses à l'extérieur. Regardez plan de campagne, tout ça, ça a d'ailleurs été construit par des Marseillais. Et au fond, Marseille est en train de se réapproprier tout ça, de se réapproprier aussi son commerce et d'essayer que les gens viennent faire leurs courses à Marseille. Aujourd'hui, le shopping, c'est une activité qui peut vous faire 1 heure de voiture, 1h30. Parce que ça peut être, ici, c'est un lieu exceptionnel. Il y a des magasins, des marques auxquels on ne va pas toutes les semaines. On ne vient pas acheter des tomates ici. Donc, on peut peut-être en acheter aussi, mais c'est pas pour ça qu'on vient. Oui, on peut acheter c'est une destination, aussi. Un lieu de rencontre. Vous savez, il y a plein de gens qui vont venir ici qui n'achèteront rien la première fois ou qui viendront pas que pour acheter, pour se promener, pour rencontrer, donner rendez-vous à des copains. Donc on crée des lieux de sociabilité. Cette ville, elle a besoin de ça. Regardez comme on a fait le Vieux-Port, on a fait Marseille 2013. Ça marche chaque fois. Et si vous voulez, cette ville, elle a besoin de se projeter dans cette sociabilité et d'arrêter d'avoir peur. Et c'est important de le dire parce que regardez Marseille 2013, le joueur de l'inauguration, ça s'est très bien passé. Alors qu'on est là, vous dites oui, mais il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des immigrés, il y a des biens français. Oui, mais quand on les met ensemble dans des projets, ça marche ensemble. Ça marche. Alors celui qui a porté d'un point de vue médiatique sur les bus, sur les affiches, l'ouverture et le projet des terrasses du port, c'est un nageur du Cercle des nageurs de Marseille. Il s'appelle Camille Lacour et nous l'avons rencontré ce matin. C'est Laurence Valzer qui l'a interrogé. Écoutons-le. Camille Lacour est le parrain, c'est lui qui porte sur les fonds baptismaux ces terrasses du port. Alors un homme de l'eau, c'était un petit peu logique, mais on est quand même un peu surpris, Camille, que vous soyez engagé dans ce genre de choses, vous qui défendez la biodiversité, qui allez dans les hôpitaux rendre visite aux enfants malades. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Un n'empêche pas l'autre, déjà c'est un plaisir d'aller dans les hôpitaux et aider les enfants. Et moi ce qui m'a motivé, c'est cet amour que je porte à cette ville, à Marseille, l'évolution qu'elle a ces dernières années, et je trouve que ça va vraiment bien dans ce cursus. Donc voilà, avoir un bâtiment comme ça avec autant de magasins, une terrasse magnifique et en plus sur le bord de la mer, j'étais ravi et flatté d'être le parrain de ça.
Michel Pétuot-Létang, comment est-ce qu'on réfléchit à un concept d'un centre commercial en l'espèce dans un lieu qui n'en a jamais accueilli et qui a une histoire lourde de symboles, le port de Marseille? Oui, là, il y a d'abord une réflexion qui a été menée par un confrère et par un ensemble d'architectes qu'on appelle de merchandising, c'est-à-dire de comment on organise l'espace. Et ensuite, moi, ma première réflexion, c'était je ne veux pas de rupture. Je ne souhaitais pas de rupture avec les docks. Je voulais donc utiliser la même couleur, la même pierre si possible, et trouver une architecture très rythmée parce que les docks sont un bâtiment tout à fait remarquable par son importance, mais aussi par son matériau et son rythme. Et donc j'ai cherché à faire que de la rue, on ait un dialogue avec la ville, qu'on vienne naturellement, que ce ne soit pas un effort de venir, et qu'on ait des entrées nombreuses et surtout une très grande entrée. Et que là, ce soit ludique, d'où cet atrium exceptionnel, ça n'a jamais été fait au monde avant, qui met en relation les parkings dans un lieu de lumière et qui monte jusqu'au dernier étage. Et ensuite, on traverse tous les magasins, mais dans un espace large, avec des perspectives du haut vers le bas et vice-versa, et surtout la lumière méditerranéenne, la lumière naturelle, par ces grands sheds que l'on a fait, sans le soleil direct, pour des raisons de protection des magasins et de qualité de vie à l'intérieur. Cette lumière de la Méditerranée, vous qui êtes un homme, non pas de la Méditerranée, mais de l'Atlantique, hein, puisque vous êtes originaire de Guérande et vous habitez Bordeaux, votre cabinet est à Bordeaux. Hein. Donc vous avez l'habitude de ce ciel bleu et de cette mer, mais qui est quand même très, très différente, et de cette luminosité qui n'a rien à voir avec celle que l'on peut retrouver côté ouest. On retrouve Laurence Walser. Laurence, sur la terrasse. Oui. Thierry, effectivement, je suis dans cet endroit idyllique, au milieu du public qui est venu nombreux, pas seulement des Marseillais. Hein. J'ai trouvé Frédéric et puis Inès qui... contrairement à ce que je viens d'entendre, ne sont pas dithyrambiques surtout par rapport à cet endroit. Inès, alors vous venez d'où? D'Aix-en-Provence. Et je trouve seulement dommage en fait d'attirer tous ces touristes, tous ces Marseillais dans cet endroit fabuleux seulement pour les magasins finalement, parce que l'espace est quand même incroyable, c'est dans un quartier sinistré, maintenant valorisé, et c'est dommage de venir seulement pour des magasins. Alors vous regrettez quoi? Qu'on n'en ait pas fait autre chose? Le Mucem n'est pas loin, donc il y a toujours cet aspect culturel qui est mis en valeur, mais de nouvelles boutiques qu'on ne trouvait pas en centre-ville sont là maintenant. Donc on peut toujours venir pour ces boutiques, mais la vue sur cet espace est quand même la meilleure motivation. Frédéric, vous venez d'où? De l'étang de Berre. Et donc moi ce que j'apprécie, c'est qu'il y a de nouvelles enseignes et qu'il n'y a pas ailleurs. Par contre, je pense qu'il faudrait faire un petit effort peut-être pour le prix du parking souterrain, parce que je pense que 2,30 € de l'heure, c'est très très cher. Et une demi-heure gratuite, c'est pas suffisant. Alors, si on pouvait faire un petit effort sur ça, ça serait pas mal. Sinon, il faut faire vos courses à toute vitesse. Il faut faire ses courses à toute vitesse, mais en une demi-heure, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Mais sinon, la terrasse, c'est magnifique. Merci à tous les deux. Voilà, alors juste, sur le prix du parking, Sandra Chalinet, 2,30 € l'heure. Voilà, une personne dit c'est super, le cadre est extraordinaire, mais enfin le parking est un petit peu trop cher. Oui, on est dans un environnement de centre-ville, donc de parking qui est payant tout autour, et Vinci Park gère ce parking, a fait quand même un effort parce qu'on est 15% moins cher que les parkings avoisinants. Il y a un forfait qui a été fait aussi le soir de 19h à 1h du matin, et la première demi-heure est gratuite. Mais c'est vrai qu'on a une alternative à la voiture pour ce centre commercial, puisqu'on est en centre-ville et qu'on a une accessibilité excellente en tramway, en métro, en bus et à pied en venant du centre-ville ou en venant du Vieux-Port. Alors le quartier de la Joliette est-il en train de devenir l'équivalent, plus modestement, mais enfin bon, pourquoi pas, en tout cas ambitionne-t-il de devenir l'équivalent de la City à Londres? Pourquoi pas? Regardez ce reportage de Marie Lacoste et de Francis Di César. Écoutez, regardez, c'est The Place to Be, je pense. The Place to Be, avec une vue imprenable. Pour cette start-up, spécialiste de l'avis client sur Internet, s'installer ici est une évidence. L'un des fondateurs parisiens a eu un coup de cœur pour Marseille. La société a un peu moins de 2 ans. On a démarré dans une pépinière qui s'appelle Marseille Innovation à Château-Gombert. Et il a fallu assez rapidement faire le choix d'un lieu pour avoir des bureaux plus grands et accueillir le reste de l'équipe et soutenir notre développement. Et la Joliette s'est imposée de manière assez naturelle. Plus loin, du haut d'un ancien silo, une autre société. Lorsqu'on a les Parisiens au téléphone... qui nous disent qu'il pleut, nous on leur dit nous on a vu sur la mer. Encore un cadre de travail exceptionnel et une vue sur les docks, là
où tout a commencé il y a 20 ans, avec l'aventure Euroméditerranée, la plus grande opération de réhabilitation urbaine d'Europe. Elle a permis l'implantation de 4500 entreprises et la création de 35 000 emplois. L'objectif, c'est de rentrer dans le classement des grandes métropoles européennes et aujourd'hui, comme à la City de Londres, dans des proportions plus modestes, eh bien, plus de la moitié des investisseurs qui sont présents sont des investisseurs étrangers. Le but, inciter les entreprises à avoir leur siège social à Marseille, à l'instar du précurseur qui s'est offert le premier gratte-ciel de la ville, la CMA-CGM, numéro 3 mondial du transport de conteneurs. Pour accueillir ces sociétés, 500 000 m² de bureaux ont été construits ou réhabilités comme ici au Dock. Un opérateur télécom y a cru dès le début et s'est installé avec 120 salariés. Marseille est une ville qui est très bien desservie, qui offre un environnement de travail exceptionnel pour les salariés. Pourquoi aller s'installer à Paris avec des prix au mètre carré qui sont extrêmement élevés et des contraintes qui sont fortes, un environnement de travail qui n'est pas toujours très agréable, des transports qui sont saturés, alors qu'ici, on va venir résoudre tous ces problèmes. Facile d'accès aussi pour de petites entreprises qui partagent parfois un même espace. Oui, on fait de la colocation, ça se passe très bien. Ici, on peut louer clé en main un jour ou plusieurs mois un bureau avec des prestations complètes ou s'installer dans un meublé dans un style très cosy dans un immeuble haussmannien. La Joliette est devenue l'un des plus grands pôles tertiaires de France. À l'heure du déjeuner, le quartier s'anime autour de nouvelles enseignes très tendances, au menu produits frais, de qualité, de proximité. Qui dit quartier d'affaires dit clientèle exigeante. Les professionnels rivalisent d'idées pour faire la différence, à l'image de ce food truck. On est né le 6 janvier ici. On propose des burgers maison avec de la vraie viande, un vrai hamburger, du pain artisanal. Et au final, même si ça n'est qu'un hamburger, ça fait un bon résultat. En journée, le quartier d'affaires grouille de monde, mais après 19h, la Joliette devient un no man's land. L'ouverture des terrasses du port va peut-être changer la donne. Jean Viard, quand il y a une aussi forte concentration de travaux, comme c'est le cas ici, sur un périmètre relativement réduit, en tout cas à l'échelle de Marseille, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibre ? Qu'on concentre tout ici et puis on laisse peut-être tomber ce qui se passe ailleurs, ou ce qui pourrait se passer ailleurs ? Non, c'est pas entièrement vrai, parce qu'on a commencé par faire la corniche, Gaston a fait la corniche, après on a fait les plages, regardez toutes les banques, elles sont sur le Prado, donc c'est plus équilibré qu'il y paraît. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est pas Euromed, c'est parfait, ce lieu c'est parfait, ça va pas résoudre tous les problèmes de la ville. Il manque à peu près 80 000 emplois. Donc par rapport à une taille comparable. Mais si vous voulez, ça met la ville dans le mouvement des grandes villes modernes. Parce que Barcelone a fait ça il y a longtemps, Gênes a fait ça, Londres a fait ça. Je veux dire, toutes les villes, Bordeaux, regardez Bordeaux, toutes les villes basculent vers l'eau. Toutes les villes s'ouvrent parce qu'on mélange le ludisme, on va dire, et le travail. C'est ça le monde moderne, c'est ce télescopage. À la fois les emplois du ludisme, le plaisir quand on a fini de bosser, d'aller se baigner, etc. On n'est plus dans des champs séparés. Toutes les villes font ça. En fait, Marseille, il faut dire les choses, on était un peu en retard. Vous savez, la France, c'est un pays paysan, c'est un pays terrien qui a du mal à comprendre ces grandes villes maritimes. On pourrait dire la même chose pour le Havre. C'est un retard qu'on est en train de rattraper. Tout à fait. Pas trop vite. Écoutez, on le rattrape parce que derrière ça, il y a des entreprises, vous l'avez bien vu dans votre reportage, il y a des entreprises de high-tech, il y a des chaînes qui se font entre les nouvelles technologies, l'université, les investisseurs. Les choses vont pas assez vite, on a des politiques archaïques, regardez les gens qui sont contre la métropole, etc. On a une classe politique qui est très décalée, mais quand même, le grand monde de grandes entreprises, les investissements qu'il y a ici, la politique de l'État avec la métropole, etc., ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Donc je crois qu'il faut dire ça, dire aussi qu'on a quand même créé l'université unique. Donc nous, en tant qu'universitaires, on est quand même fiers du boulot qu'on a fait aussi. Donc cette ville, elle est en train de prendre sa chance. Ça va être une bataille. Il va y avoir aussi des pauvres qui vont le vivre difficilement. Parce que c'est toujours pareil, vous créez de la richesse. Celui qui a rien, il est quelque part, il est plus pauvre. Donc il y a une politique d'accompagnement, il y a toutes ces questions qui sont essentielles. Il ne faut pas être naïf, mais après, je pense qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Vous savez, Marseille 2013, ça a été une date, ça tournant dans la ville, ça continue derrière. C'est comme ça qu'il faut avancer. Sandra Chélinet, il reste de la surface à vendre, enfin à louer, ou tout est complet ? Non, là, on voit une grande tenture, par exemple. Bon, moi, je sais ce qu'il va y avoir derrière. On ne peut pas citer la marque, mais...
Il reste à peu près 3% de cellules vacantes. Ça représente à peu près 7 boutiques. Ça peut être une opportunité d'accueillir aussi des concepts ou des enseignes qui pourraient vouloir s'implanter sur Marseille du fait justement de cette métamorphose, de cette dynamique. Marseille, à un moment, nous on l'a vu dans la commercialisation, à un moment donné n'était pas éligible pour certaines enseignes. Et du fait de 2013 et de tout ce qui a ça a joué fait, énormément. Le hein, Mucem, ça a eu etc. un pouvoir d'attraction Et fort. des enseignes sont revenues vers nous en nous disant Marseille est redevenu éligible, donc on peut venir. Voilà, donc c'est bien d'avoir un petit peu d'espace disponible. Laurence, à l'intérieur des terrasses du port avec un coiffeur, hein. C'est bien ça, Laurence? Exactement, c'est Pascal. Pascal, vous vous êtes installé ici, vous êtes un des deux coiffeurs qui sont présents aux terrasses du port, et puis surtout, vous vivez dans le quartier. Donc vous avez vécu, vous vivez vraiment la mutation de ce quartier. Ouais. Ça fait 4 mois que j'habite dans le quartier. On sent vraiment une évolution. Il se passe plein de choses, des bars qui s'ouvrent, la jeunesse qui vient. Ça devient de plus en plus branché. C'est vraiment un quartier très agréable et très sympathique à vivre aujourd'hui. Voilà. Alors, une enseigne coiffeur de plus à Marseille, où il y en a déjà beaucoup, ça vous fait pas peur? Non. On a essayé d'avoir un concept un peu différent, une déco complètement différente, quelque chose qui sort de l'ordinaire. On est dans un salon de coiffure sans avoir l'impression d'être dans un salon de coiffure. Ça va faire aussi notre différence. On a des produits différents. Voilà. Donc on va essayer d'apporter quelque chose de plus à notre métier. Merci beaucoup Pascal. Thierry, où êtes-vous? Écoutez, moi je suis là sur les terrasses du port. Si vous avez eu la possibilité de construire ce magnifique centre commercial, c'est que vous avez gagné un concours. C'est quoi qui a fait la différence entre votre projet et les autres? Oui. Ce n'est pas exactement moi qui ai gagné le concours, c'est la société qui a gagné le concours. Bon, évidemment, en fait, c'est vous qui avez un petit peu pensé le projet quand même. Voilà. Alors, la différence, je pense que c'est ce principe, les terrasses, le fait d'avoir dans le projet... C'est ça, c'est ce qu'on voit là. Voilà, intégrer ces terrasses et de faire de ce lieu un lieu de mixité, comme le disait monsieur, pas seulement un lieu de marchands, hein, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu où en se promenant, on viendra acheter et on se promène dans la ville. C'est une continuité. Ça, c'est un morceau du port du Vieux-Port. C'est un peu le même esprit, c'est des terrasses de restaurants et de bistrots avec une terrasse, avec une vue magnifique sur la mer qui est un peu différente que le Vieux-Port, qui est sur une partie enfermée dans la terre. C'est une vue sur l'extérieur. C'est retrouver le vrai Marseille. Le Marseille qui est ouvert. Et là, les gens vont être attirés par cette ouverture, je pense. Et il y aura une mixité très forte. En termes de fréquentation, Sandra Chalinet, est-ce que vous vous êtes fixé un objectif par jour, par exemple? Combien est-ce que de gens sont attendus? Est-ce qu'il y a un objectif chiffré concrètement? Oui, c'est-à-dire qu'on a un objectif de 15 millions de visiteurs par an. Mais 15 millions de visiteurs en ayant une ouverture 7 jours sur 7. Donc si on fait un calcul basique, on est à peu près à 40 000 visiteurs par jour. C'est pas si simple parce que forcément il y a des jours beaucoup plus forts au moment des soldes de Noël, etc. et d'autres un petit peu plus creux. Mais on est à peu près sur une moyenne de 40 000 visiteurs par jour. J'en viens à la cohabitation avec l'hypercentre, le centre-ville. Ça sera on pas l'a tout évoqué facile. ce matin, je veux dire, il y ça a des sera pas inquiétudes facile. de la part de Même le certains rapport commerçants. entre ce centre et le quartier, tout n'est pas simple. Moi, j'ai eu longtemps mon bureau de l'autre côté de la rue. Bon, c'est pas tout. Ça, il faut petit à petit que ce quartier se reconstruise. Je veux dire, il est en transformation, il se reconstruit. Il y a certainement des commerces du centre-ville qui vont avoir besoin d'évoluer et c'est pour ça qu'on a voulu faire le Vieux-Port. Vous savez, moi, si je me suis tant battu pour faire le Vieux-Port, je me suis dit, il faut pas qu'il y ait un trou. On peut pas faire ça et l'autre ville. Et je disais, il faut qu'il y ait une continuité, qu'on puisse circuler à pied. Je disais souvent, le critère, c'est est-ce qu'une jeune femme, à 10h du soir, peut aller d'ici jusqu'à l'autre côté. Le jour où ça sera possible, l'ambiance de la ville aura changé. Aujourd'hui, on a une vraie continuité finalement entre l'hypercentre, la rue de la République, où avant on débouchait sur quelque chose qui s'arrêtait net. Aujourd'hui, la terrasse du port. Il faut le dire, cette rue de la République, moi j'y habite depuis magnifique très longtemps. avenue haussmannienne, voilà, d'ailleurs, mais la seule les commerces à ne Marseille. fonctionnaient pas très bien. Donc on est en train de réunifier tout ça, mais ne nous l'aurons pas. Après, il faut développer les clients, et les clients, ils sont pas tous marseillais, ils sont de la région, ils sont de Aix, de Toulon, c'est des gens qui viennent dans les croisières. Donc il
à la construction d'une clientèle, et sa construction de cette clientèle va aussi construire des emplois dans la ville, etc. Marseille doit se repositionner comme centre de sa région, qu'elle n'était pas, parce qu'elle était moins, qu'elle n'était pas, on peut dire les choses comme ça. Et donc là, il y a une vraie bataille pour la ville, si vous voulez. Donc ce lieu, à la fois, il sert la ville, et évidemment la ville, en se battant pour construire sa métropole, pour aller à Aix, pour des transports rapides, ça accélère le dispositif. C'est un élément d'un changement global, mais il faut aller vite. Sandra Chéline, très rapidement, par rapport aux commerçants du centre-ville, c'est une offre complémentaire ou c'est une offre clairement concurrente ? C'est une offre clairement dans la continuité. On a un premier niveau qui fait se prolonger la rue de la République et la rue Saint-Féréol, et un autre niveau qui fait se prolonger la rue Paradis et les rues transversales. Donc on est vraiment sur une continuité du centre-ville, l'enrichissement du centre-ville peut permettre d'agrandir la zone de chalandise, et c'est ce qui peut permettre de faire grandir l'attractivité de Marseille et de faire venir des gens qui jusqu'à présent n'y venaient pas. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean Viard, Marseille, le réveil violent d'une ville impossible, sorti aux éditions de l'Aube, évidemment. Merci, on se retrouve à 19h pour le JT. Au revoir, bonne fin d'après-midi sur la 3, évidemment.